Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Dechen Kunzon Trindé de la lignée du bonnet rouge, Nyingmapa du bouddhisme tibétain, ou plus exactement du lamaïsme tibétain. Alors qu'est-ce que c'est le lamaïsme? D'abord c'est une tradition qui vient de l'Inde, qui vient du shivaïsme du Cachemire au nord de l'Inde. Et lorsque Guru Rinpoche, le précieux maître Padmasambhava, celui qui est né du lotus, est arrivé au Tibet, eh bien, il a rencontré l'aristocratie tibétaine qui n'était pas encore dégénérée à l'époque parce qu'elle pratiquait massivement le beun. Le beun, c'est une tradition chamanique qui vient de Mésopotamie entre, on ne sait pas, 1700 à 3500 ans, certains disent 30 000 ans avant Jésus-Christ. En tout cas, c'est une tradition très ancienne et très enracinée dans l'Himalaya. Et lorsque Padmasambhava est arrivé au Tibet, eh bien, il a rencontré cette tradition beun, il a rencontré un abbé, enfin plutôt les moines qui avaient été laissés par un abbé de l'Inde, indien, qui avait apporté les enseignements du Bouddha et personne n'accrochait. Et l'idée de Padmasambhava, c'est d'avoir fusionné le shivaïsme du Cachemire, le bouddhisme beun et le bouddhisme de Sakyamuni en une seule tradition qui s'appelle le lamaïsme. Alors le lamaïsme, c'est une tradition qui n'est pas figée, c'est une tradition qui est en reformulation permanente. Pourquoi? Parce que c'est une tradition vivante. Lorsqu'une tradition meurt, elle se fige. Elle se fige dans des dogmes, elle se fige dans une morale, puis elle se fige dans une culture. Je vais faire un petit dessin pour mieux vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis ensuite, on va faire le bilan de la modernité. Et je vais vous poser une question. Vous êtes content, oui ou non, de votre situation matérielle? Comment pouvez-vous l'améliorer? Et jusqu'à quel point désirez-vous l'améliorer? En réalité, dans le bouddhisme, on part du point de départ qui est le contentement. C'est-à-dire certaines personnes ne vont pas se contenter avec un Boeing 747 de luxe et des voyages sur toute la Terre. Ils vont vouloir aller dans l'espace. Et puis certaines personnes n'ont même pas une patinette et pourtant elles sont heureuses. Alors pourquoi on n'est pas heureux avec un Boeing 747 et pourquoi on est heureux avec une patinette? On va se poser la question. Et puis on va en arriver finalement à l'astrologie. C'est qu'est-ce qui fait que nous avons certaines conditions matérielles, certaines conditions psychologiques et une certaine connexion spirituelle avec notre environnement, oui ou non, et avec nous-mêmes, oui ou non. C'est ce qui fait la spécificité de chacun, et cette spécificité, on la découvre dans l'astrologie synarchique. L'astrologie synarchique, c'est une très vieille technique d'astrologie qui vient du beun, qui vient de l'Égypte, qui est certainement la plus ancienne et qui n'a rien à voir avec l'astrologie moderne. Donc c'est l'objet de cette petite causerie du moment. Voilà, alors on va commencer par le commencement. Comment est-ce qu'on passe d'une révélation par un maître spirituel à finalement une culture et quelle est la valeur d'une culture? Moshi, o genki desu ka? Grande expérience de la relation avec Dieu, elle commence bien souvent par une révélation qui est faite à un individu. Ça peut être Moïse, le prophète Mohammed, Jésus, etc.
Et cet individu va transmettre son enseignement à une collectivité. Et on trouve deux collectivités. Des collectivités spirituelles, comme les personnes qui ont entouré le prophète Mohammed dans le vallon, et qui vont faire avoir un certain nombre de pratiques spirituelles, puis une collectivité religieuse pour laquelle on va organiser des cultes. Et on a ce côté ésotérique, spirituel, avec des pratiques secrètes, et ce côté exotérique, religieux, avec des cultes. Et cet ensemble-là va donner dans une société eh bien, des disciplines, des groupes de disciplinés, des groupes d'étudiants, de spirituels, et puis des groupes sociaux, les 4 castes en règle générale, qui vont être animés par un ensemble d'habitudes. Lorsque tout ça descend et se laïcise, eh bien, on obtient ce qu'on appelle la culture. Et lorsque cette culture, elle est dépassée, elle est supérée par une autre révélation, eh bien, de la culture précédente, il va rester ce qu'on appelle la superstition, du latin quod superstat, ce qui survit. Au fur et à mesure des années, en pratiquant l'astrologie sidérale, l'astrologie tropicale, l'astrologie tibétaine, l'astrologie indienne, l'astrologie chinoise, eh bien, j'étais satisfait d'aucun de ces systèmes. Et l'idée m'est venue en lisant les ouvrages de Christian Jacques et des ouvrages d'égyptologie, en observant l'astrologie égyptienne. Je me suis dit pourquoi ne pas avoir une lecture beaucoup plus simple de l'astrologie qui correspond à la gnose. Et très rapidement, eh bien, j'ai vu émerger un système assez simple que j'utilise pour faire de l'astrologie. Alors je pourrais faire la longue liste des personnes qui sont satisfaites depuis 30 ans de ma pratique de l'astrologie. C'est une astrologie qui est très intuitive en réalité et qui permet d'aller au cœur des problématiques. En règle générale, dans l'astrologie, eh bien, on prétend dire dans l'astrologie qui vous êtes. Moi, dans l'astrologie, je vais vous dire qui vous n'êtes pas. Qui vous êtes, c'est Dieu. Et qui vous n'êtes pas, eh ben, c'est votre ego. Mais quand votre ego est au service de Dieu, ça va très bien. Mais lorsque votre ego est en lutte contre Dieu, quand votre ego se prend pour Dieu, ou quand vous prenez le mémoriel pour votre Dieu, que vous prosternez devant vos expériences, et bien là, vous êtes véritablement un bon Satan, un bon adversaire. Donc, j'ai mis au point un système d'astrologie. J'ai une consultation d'astrologie presque tous les jours en semaine. Ça va entre 1h30 et 7h30 selon les personnes, la complexité, et je vais bien vous dévoiler un petit peu plus de choses sur mon système. Alors, dans ce système que je représentais rapidement ici, d'abord, je fais une cartographie de la personne. C'est ce que j'appelle le grand dépotage. Et ensuite, eh bien, je vais parler ici du cheminement de vie. Donc, je pars du signe de naissance pour aller vers l'ascendant et je vais regarder comment le cheminement de vie est caractérisé par 3 planètes qui sont très importantes, qui sont Pluton, la planète des profondeurs, Neptune, la planète de l'imagination, et Uranus, la planète du foyer. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, nous allons rencontrer dans la vie, eh bien, des choses qui sont liées à la maison, évidemment, c'est Uranus, des choses qui sont liées, eh bien, à toute notre capacité imaginative, et puis quelque chose qui est lié plutôt au sexe, aux profondeurs, à la recherche, qui est Pluton. Et donc, je vais observer comment, du passage entre votre signe et votre ascendant, qui est votre cheminement de vie. Normalement, vous devez réaliser votre ascendant au moment de votre mort, et vous commencez en rentrant ici dans le zodiaque, et vous sortirez par votre ascendant. Ensuite, en fonction de ces combinaisons qui sont liées aux places des constellations et les maisons dans lesquelles elles sont, eh bien, je vais déterminer votre égotype. Il y en a 9, ils correspondent à 9 types de démons dans l'astrologie tibétaine et on l'identifie pour voir comment vous fonctionnez comme point de départ dans votre existence. Mais l'objectif, c'est d'expérimenter tous les égotypes et surtout de s'en libérer. C'est ni être dans la compulsion, ni être dans l'intégration, mais c'est d'aller au-delà des signes. Puisqu'on a parlé eh bien du soleil de naissance, on regarde comment il est caractérisé avec Mercure et Vénus, qui permet d'avoir une idée de la providence divine, comment Dieu va vous nourrir en vitalité,
Et de l'autre côté, on va voir comment vous êtes nourri en mémoriel avec la Lune, et en particulier avec Jupiter, qui est la planète du châtiment. Quand on enfreint aux lois naturelles, Saturne que le grand enregistreur cosmique, puis on va voir comment tout ce mémoriel, notre dragon avec sa queue et sa tête, il nous conduit à deux grandes problématiques de notre vie. Chiron, qui est l'agent initiateur, qui va nous initier à la vitalité qui nous permet de nous réaliser d'un point de vue solaire. Et de l'autre côté, Lilith, qui va complètement nous faire rentrer dans les épreuves et dans les conditionnements. Au centre, on a évidemment Mars, qui est la planète de notre volonté. Donc ici, on a la providence divine. Ici, on a le destin. Et ici, on a notre volonté, c'est-à-dire comment avoir une volonté la plus solaire possible, avec beaucoup d'imagination, avoir une volonté qui se soumet à Dieu, au soleil, à la vitalité, au constructif, et puis comment cette volonté, elle peut aussi être destructrice, en répétant les erreurs du passé. On a ici l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ici l'arbre de vie. Et puis au final, on observe comment vos 4 éléments sont caractérisés. On rentre à proprement parler dans des considérations d'ordre médical. On va savoir comment ça fonctionne chez vous au niveau de l'espace en général, de l'espace de votre corps, et puis comment se comportent vos souffles internes, comment se comporte votre feu digestif, comment se comporte votre système lymphatique, et puis votre système corporel en lui-même, comment est-ce qu'il peut être affecté par tout ce qui se passe. Alors évidemment, l'astrologie avec moi, elle tient compte de tous ces aspects. Elle tient compte de ces grands mécanismes où je vous réinscris dans cet ordre cosmique, dans le macrocosme, et j'étudie votre microcosme. Mais je vais aussi tenir compte du fait que vous êtes ou non dans une discipline initiatique. Vous avez reçu une initiation, vous êtes discipliné, Chiron est entré dans votre vie. Ou alors, vous pratiquez une religion, mais à ce moment-là, dans la pratique de la religion, vous allez être soumis à Lilith, à l'ancestral, à des choses qui vont modifier complètement la perception de votre être. Donc faire un thème astral avec moi, ça permet de vous connaître vous, de vous resituer par rapport au cosmos et de vous resituer par rapport à votre milieu. Il y a des personnes qui me disent quelquefois, tu sais, Lama, tu me connais mieux que ma femme, mieux que ma mère et mieux que mon père. J'ai même quelques petites blagues qui me sont arrivées en pensant que mon consultant était tout seul dans la pièce. Sa femme était rentrée et donc ça a créé un certain nombre de problèmes parce que je me suis mis à parler de sa sexualité. Il avait une sexualité cachée. Donc on peut souvent découvrir à travers l'observation de la carte de naissance et ensuite de la révolution solaire, un certain nombre de choses. L'astrologie, c'est pas des mathématiques, on n'a pas, c'est pas faire des calculs pour regarder les positions des planètes et aussi regarder les images qui correspondent, les images célestes. Vous savez que j'ai été le seul à expliquer que le tarot, c'était 22 cartes du ciel, c'est-à-dire à la fois des templums, des cartes du ciel, à la fois des tempus, des moments de l'année qui sont liés à certaines planètes, certaines constellations. C'est pareil avec vous, vous avez un templum qui est gravé à l'intérieur de vous et vous avez un tempus qui est le temps de votre vie. Mais l'objectif, c'est de dépasser justement tout ce qui est gravé à l'intérieur de nous, de garder ce qui est bon et d'avoir les instruments clés pour découvrir comment se soigner. Dans le bouddhisme tibétain, dans le lamaïsme, on a un certain nombre de techniques qui permettent d'abord de travailler sur les tentations. C'est un travail qui se fait avec des divinités courroucées. Donc on travaille grosso modo sur Lilith pour exorciser un certain nombre de présences indésirables, un certain nombre de poisons émotionnels. Et puis on a aussi des techniques qui visent à augmenter la vitalité. Et cette augmentation de la vitalité, on l'a à travers des initiations, par exemple celle au Srokhlo, ou celle au Reiki, ou toutes les initiations qui vont travailler sur les tsa, c'est-à-dire en tibétain, c'est-à-dire les nadis, ces ensembles subtils à l'intérieur qu'on retrouve également dans l'acupuncture. Il y a également un travail au niveau hygiénique, c'est-à-dire de trouver de l'alimentation qui nous convient. Alors souvent on s'aperçoit que les gens adorent les aliments qui leur font du mal. Voilà.
Le nombre de gens qui découvrent qu'ils sont intolérants au lactose et au gluten, et qui, après avoir supprimé la quantité de gluten et de lactose et s'en trouvent mieux, est absolument stupéfiante, au propre comme au figuré. En vérité, quand vous prenez des aliments qui ne vous conviennent pas, eh bien, c'est comme prendre de la drogue, vous allez être complètement drogué par ces aliments et ils vont finir par vous détruire. En étudiant aussi les positions planétaires, on comprend mieux les moments favorables ou les moments défavorables pour soi. Le travail sur l'ego aussi, il est très important, mais le travail avec le Naikan notamment, et les néagrammes, et les catégories de démons, mais le travail le plus important, c'est certainement le travail de détermination de la divinité Yidam, du mentor. Et grâce à cette divinité, nous allons avoir un antidote général à tout ce qui fait nos conditionnements, de tout ce qui fait nos conditions de vie totalement samsariques et nous amène de l'ignorance de nous-mêmes jusqu'à la souffrance perpétuelle. C'est un mécanisme où, en nous connaissant mieux, eh bien, on va faire tourner la roue, on ne va pas aller de l'ignorance jusqu'à la souffrance, on va passer directement de la connaissance à la jouissance et on va faire tourner la roue du destin dans l'autre sens. C'est à ça que ça sert l'astrologie, c'est la première base. Et à partir de cette base, eh bien, je vais pouvoir, si vous acceptez d'être mon étudiant, si vous me demandez d'être mon étudiant, je dirai oui ou non, je vais organiser avec vous votre travail. Souvent, c'est d'abord un travail où on va discuter un peu de tout, de vos souffles subtils, de vos mémoires. C'est vraiment un travail on apprend à se connaître et on le fait à travers l'astrologie. Après, souvent, on va rentrer immédiatement dans des considérations alimentaires. Alors là, je passe la main à Sébastien, qui est très compétent comme naturopathe dans le domaine de la médecine chinoise et du taoïsme, et c'est un très bon naturopathe. Et de l'autre côté, pour la médecine ayurvédique, à Nicolas ou à Patricia, qui sont eux plus formés dans les disciplines de l'Inde. Il m'est arrivé il y a quelques années de pratiquer la médecine spagyrique. Je trouve très intéressante, c'est une médecine proprement occidentale. J'ai pris quelques cours en médecine tibétaine, que je trouve aussi passionnante, en médecine chinoise, que je trouve tout aussi passionnante, et en médecine indienne. J'ai fait quelques cours avec Deepak Chopra, mais c'est pas le gros de mon travail. Le gros de mon travail, et le travail que je préfère, c'est le travail évidemment sur les égotypes, apprendre à connaître son égotype, comment on peut l'utiliser en bien, et comment on peut l'utiliser pour ne pas faire de mal aux autres, rester compatissant, et quand c'est nécessaire, eh bien, déstabiliser la personne à partir de son égotype, en particulier si elle essaye de nous nuire. C'est facile de mettre le doigt où ça fait mal. Pour certaines personnes, c'est l'orgueil. Leur orgueil démesuré font que quand on les touche dans leur ego, ils réagissent immédiatement. Certaines personnes, c'est la loyauté, et en les mettant en situation d'être complètement déloyales, c'est aussi une manière de les pousser à aller jusqu'au bout de leur vie, de s'auto-détruire lorsque ces personnes-là sont devenues perverses. En règle générale, j'essaye d'abord d'aider les personnes au maximum. Si vraiment la personne est complètement hostile et que j'ai pas le choix, eh bien, je vais la repousser en utilisant son égotype. Alors, j'ai des étudiants qui me font croire qu'ils ont réalisé, j'ai eu un couple d'immatures spirituels qui se sont amusés à un moment à me faire croire qu'ils avaient parfaitement réalisé leur égotype. Alors je les avais vus venir et je les avais identifiés sur un autre égotype. Donc quand ils me jouaient la comédie, c'était tellement visible qu'ils avaient appris la leçon par cœur et qu'ils me manipulaient que c'est devenu grotesque. Voilà. Et c'est très certainement ce qu'il faut faire quand on a des personnes mal intentionnées, c'est en rire et montrer à quel point leur hostilité, leur méchanceté est grotesque, parce qu'être méchant, être menteur, être tout ce que sont ce genre de personnes, c'est quand même quelque chose de grotesque et d'assez, en vérité, même pas méprisable, mais risible. Ce sont des enfants mal élevés. Mon travail préféré, c'est évidemment le travail sur les yidam, sur les menteurs spirituels, c'est-à-dire les mentors spirituels, c'est-à-dire, eh bien, identifier ce qui ment spirituellement à l'intérieur de vous. Vous êtes un menteur spirituel, nous sommes tous des menteurs spirituels, tant que nous n'en avons pas réalisé notre mentor spirituel. La principale façon de se mentir spirituellement, c'est d'être matérialiste et de n'accorder d'attention qu'aux choses matérielles.
En réalité, c'est oublier ces choses complètement concrètes et matérielles, qu'à l'intérieur de la Terre, il y a une boule de feu qui est issue du Soleil et qu'il y a toujours Dieu qui vit à l'intérieur de nous et que quand on se contente de choses matérielles, on se contente quand même d'une toute petite écorce autour de la Terre, alors qu'il y a un feu si passionnant issu du Soleil qui brûle à l'intérieur de nous et qui, finalement, est la seule source qui amène la vie dans notre existence. Voilà, vous connaissez un peu ma technique. Ben maintenant, la balle vous est lancée. Si vous voulez commencer un travail avec moi, que ce soit un travail d'accompagnement avec notre groupe, ou que ce soit simplement votre astrologie, ben on est à votre disposition. Il suffit de joindre le secrétariat. Actuellement, on a à peu près 3 semaines de délai d'attente dans les prises de rendez-vous. Voilà, à très bientôt, ciao. Alors au montage, je me suis aperçu que j'avais pas traité de la question comment améliorer ses conditions d'existence. La meilleure façon d'améliorer ses conditions d'existence, c'est de travailler sur sa conscience. C'est-à-dire que face à la même situation, eh bien, selon votre niveau de conscience, vous allez réagir différemment. Et je vais vous donner un exemple qui va vous permettre de comprendre. Eh bien, il y a 3 personnes qui marchent dans un tunnel. Le négatif dit on va se faire tuer, on va jamais s'en sortir, on sait pas où on est, on va mourir, etc. Et le deuxième qui est optimiste dit mais non, regarde au bout là-bas, tout au bout, il y a une lumière, je suis sûr que c'est un tunnel, on s'en rappelle pas parce qu'on était trop bourrés, tu vas voir, on va sortir, il y a la lumière là-bas. Et le troisième qui est réaliste, il dit dis donc les mecs, je crois que oui, tu as raison, on est moins bourré, on est bien dans un tunnel, mais il y a un train qui nous fonce dessus. Évidemment, le meilleur point de vue, eh bien, c'est celui du conducteur du train, parce que lui, il est en mesure eh bien, d'arrêter le train. Et il y a même plus fort que le conducteur du train, il y a la mouche. Parce que si une mouche ne peut pas arrêter un train, eh bien, elle peut rendre le conducteur fou. Et quelquefois, eh bien, il y a des situations où on ne peut pas arrêter le train, même si on n'est pas pessimiste, même si on reste optimiste, même si on est réaliste, même si on n'est pas le conducteur du train, on a encore du pouvoir, c'est celui de rendre le conducteur fou. C'est pour ça que je suis ici exactement pour vous rendre fou. Et ça s'appelle la folle sagesse. À bientôt.